Bonsoir, bienvenue au Presse Club. Nous ne sommes pas très nombreux ce soir, mais le débat est diffusé en direct sur la page Facebook du Presse Club. Merci à Isabelle Bourdet, encore une fois merci pour sa confiance et son accueil, ainsi qu'à Guillaume Larby et Roxane. Nos invités vont se présenter. Nous avons Luisa Pace qui nous vient d'Italie et Helmut Wurwitz qui nous vient d'Allemagne mais qui travaille pour un média luxembourgeois. Je donne la parole à Luisa qui va se présenter. Bonsoir tout le monde. Bon, je suis italienne. Je suis membre de la European Journalist Network. Je travaille en France depuis plus de 25 ans. Donc, je suis correspondante pour l'Italie, pour la Suisse et également pour des médias français. Spécialiste surtout en politique et géopolitique. Helmut. Bonsoir. Je suis allemand. Je travaille pour des médias luxembourgeois, pour le Tageblatt, plus le site internet tageblatt.lu, en langue allemande. Le Luxembourg, c'est un petit pays de 600 000 habitants actuellement. On sait déjà que d'ici 20 ans, ça sera 1 million. Le Luxembourg est aussi le pays où habitent 45 000 Français et où tous les jours, 90 000 Lorrains viennent pour travailler en tant que transfrontaliers. Le Luxembourg n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un paradis fiscal. Parce qu'il y a moins de banques actuellement, il y a seulement 24% du PIB encore qui sont faites par la finance. Ça suffit, je pense, pour le début. Merci Helmut. Alors, notre président Emmanuel Macron est omniprésent ces dernières semaines, et en particulier ces tout derniers jours, sur la scène internationale. Alors, première question à Luisa Pace. Pensez-vous que notre président Emmanuel Macron est devenu le leader de l'Europe? Le leader de l'Europe, c'est beaucoup dire. Disons que, d'après ce que je vois, on enterrera les sommes par la suite. D'après ce que je vois, c'est plutôt une volonté de redonner peut-être à la France un rôle diplomatique comme elle avait d'antan, et redorer aussi une certaine image de la France qui a été gâchée par les dernières présidentielles qui ont fait bien rigoler beaucoup de pays européens. Et il faut bien que quelqu'un essaye de remettre dans une certaine ligne les pays européens. Maintenant, je trouve que c'est un exercice très difficile. Donc, je le jugerai sur le long terme parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs européennes, y compris le fait de pouvoir imaginer, on a construit l'Europe économique avant l'Europe politique et on n'a pas calculé le danger de faire rentrer autant de pays et si rapidement dans le cercle européen. La tâche est très difficile. Leader, je dirais pas encore, non. Helmut, vu d'Allemagne, donc du Luxembourg aussi, est-ce que selon vous l'équilibre européen est en danger du fait de l'instabilité politique de l'Allemagne, avec les difficultés que l'on connaît pour Angela Merkel de constituer son gouvernement de coalition? D'abord, Emmanuel Macron n'est pas un leader européen parce que l'Europe ne supporte pas un leader. L'Europe, c'est une unité, si on veut, de 27 pays, avec chaque pays à sa propre identité. Et cette Europe-là peut trouver des accords sur certains sujets, mais peut pas accepter un leader. Madame Merkel a vu ça au moment où la France était très faible sous le président Hollande. Maintenant, Emmanuel Macron prend la situation un tout petit peu en main parce que les Allemands ne sont pas encore là. Les Allemands ne sont pas encore là, mais ça ne veut pas dire que les Allemands ne reviennent. On a vu ça avec le discours de Madame Merkel à Davos.
qui était très clair, très précis, qui décrivait clairement ce qu'elle est, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle compte faire, ce qui sera possible. L'Allemagne n'est pas faible, pas du tout. Au contraire, où les deux partis politiques, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, ont trouvé un accord, vous pouvez être sûr que sur cet accord-là, la politique allemande va se faire. Et il faut voir une chose, l'Allemagne a une administration qui tient, c'est-à-dire alors, malgré les quelques mois depuis le mois de septembre de l'année dernière, ce pays fonctionne. Et ce pays est présent en Europe et ce pays a un gouvernement qui fait des affaires. Hein. Ce sont des gestionnaires actuellement, mais qui ont un parlement qui fonctionne. Donc, c'est pas faible, ça marche, l'Allemagne. Ouais. Helmut, quand j'ai parlé d'instabilité politique, c'est une instabilité politique à l'allemande. Je n'ai jamais dit que l'Allemagne était en position de faiblesse. Oui, d'accord, mais une instabilité à l'allemande, ça, là, vous avez totalement raison. Instabilité à l'allemande, mais vous savez, quand vous parlez d'instabilité en France, on comprend tout à fait autre chose que ce qui se passe actuellement en Allemagne. Hein? Ce n'est pas la 4e République. Oui, c'est ça. Instabilité à l'allemande veut carrément dire on cherche actuellement un gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que le pays ne fonctionne pas. Merci. Nous allons... là, c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Vous êtes donc, d'après ce que j'ai pu entendre, Européens convaincus. Et vous allez encore essayer de nous convaincre. Donc cette question est pour vous deux. Pensez-vous qu'il y a un effet Macron sur l'économie française au niveau de la croissance et même peut-être au niveau de la baisse du chômage? Qu'en pensez-vous, Louisa? De la croissance au niveau français, pour l'instant, j'ai vu beaucoup d'effets d'annonce. Hélas, je ne vois pas encore des effets sur la croissance. Si croissance il y a, si c'est des 0,001, donc il est vrai qu'un retour d'une France plus costaud au niveau industriel, ça serait très intéressant pour les échanges avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne, mais c'est toujours très compliqué. On a vu certains problèmes avec par exemple Fincantieri, que personne ne la voulait parce que un secours, elle va prendre un fleuron de l'État français. Donc oui, moi j'étais une Européenne convaincue, je veux le rester. Et en même Mais j'ai temps, plutôt l'impression, excusez-moi, que vous êtes plutôt Macron-sceptique. Je suis Macron-sceptique, c'est vrai. Alors vous pourriez l'approfondir un peu? Pas moi. Je ne suis pas Macron-sceptique, pas du tout. Stop. Je ne suis pas Macron-sceptique du tout parce que on sait très bien, 50% dans l'économie, c'est de la psychologie. Et ce que fait Macron, c'est libérer tout ce que vous aviez emprisonné dans les 30, 40 dernières années. Vous savez, alors là, il parle tout le temps. Alors là, c'est votre liberté, c'est votre engagement et c'est votre investissement, etc., etc. Il a appris quelque chose dans les discussions avec, on peut presque dire son ami Gabriel, l'ancien ministre de l'économie, lorsque Macron était ministre de l'économie. Macron lui a dit, alors là, moi, je suis prêt à économiser 50 milliards et toi, tu investis 50 milliards. Et Gabriel lui a dit, mais oui, d'accord, mais ces 50 milliards ne viennent pas du gouvernement. Ça sera l'industrie, ça sera l'économie allemande qui investira. Si vous écoutez Macron aujourd'hui, il fait l'appel à la société civile, il fait l'appel à l'économie, aux entreprises, aux organismes, etc. Oui, il a constitué son gouvernement en sorte, bien sûr. Et il doit le faire parce que la France n'a pas d'argent. La France ne pourrait jamais investir. Ce sont les entreprises qui doivent investir. Seulement avec l'apport des entreprises, Macron peut réussir. C'est pour ça qu'il est tellement
pressant sur les entreprises. Si vous avez Davos, par exemple, hein, où il a dit investissez, investissez, investissez. Sans vous, ça ne marche pas. C'est ça son truc. Et avec ce truc-là, si, disons, l'économie française comprend ce qu'il veut dire, il va réussir. Louisa, Excuse-moi. pouvez-vous répondre à ça, vous qui êtes Macron-sceptique? Mon confrère, en plus, est plus porté que moi, surtout sur la macroéconomie. Mais moi, j'entends beaucoup d'effets d'annonce, je l'entends beaucoup parler. Il est vrai qu'il faut donner un nouvel essor à l'industrie. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il a mis en place vraiment pour relancer la France. Sans compter qu'il y a un gros malentendu actuellement. Je pense qu'il résonne à juste titre, quand il résonne un économiste, je parle le Macron économiste, il a plusieurs casquettes, il a totalement oublié la classe moyenne et basse. Et moi, je suis désolée, je suis pourtant pas, j'ai pas un parti pris politique, donc je parle de manière neutre. Mais commencer par le bas. En tant qu'Européenne, vous pensez qu'il a sacrifié une grosse partie de la population? Si. Non, clairement. Pas du tout. Pas du tout. En faisant du terrain, en ayant pas dans des banlieues, comme ça c'est un autre sujet, mais en ayant, il suffit de pousser la porte de la CAF, aller dans des centres sociaux où on voit des gens qui étaient parler avec les gens, faire du terrain, ce que les journalistes hélas ne font presque plus, mais et il suffit de voir combien de gens étaient de milieux moyens aisés et comment ils sont tombés très bas et très rapidement. Et cette partie-là n'est pas écoutée. Non, mais Helmut, oui. vous n'êtes pas d'accord avec pas elle? Pas du tout. Vous savez, je vais payer la taxe d'habitation aussi. Hein. Ça va continuer. Je figure parmi les 20% où je paye. Et je pense que tout le monde ici figure parmi les 20% qui vont payer. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il a sacrifié toute une classe de la société française. Hein. Vous savez, il faut voir qu'il n'a pas les moyens financiers qu'il s'est imaginé pendant la campagne électorale. Hein, la France a très très peu d'argent, a une marge très très petite pour dépenser véritablement de l'argent. Mais vous pensez qu'il n'avait pas de gens compétents autour de lui pour lui expliquer ce qu'était un budget de l'État, alors qu'il a été lui-même le ministre des Finances de la France? C'est tout à fait autre chose. Si je suis dans une campagne électorale où je décrit les grandes lignes de la politique, ou si je dois réaliser ça plus tard. Et la France a eu beaucoup de difficultés à comprendre que tout ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne électorale, il a mis ça en étapes. Je vais faire ça en 18, ça en 19, ça en 20 et ça en 21 et 22, etc. C'est-à-dire, il a une ligne très très claire pendant ce quinquennat. La France a eu beaucoup de difficultés à comprendre ça. Mais ce qui fait que moi je paye actuellement encore, étant membre des 20%, cette taxe d'habitation que je n'ai jamais compris en tant qu'Allemand, vous savez. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans notre pays. Ça ne veut pas dire que d'ici 1 an ou 2 ans, je ne paye plus, parce que c'est véritablement une taxe qui est très difficilement à faire comprendre à l'extérieur de la France. C'est-à-dire le mouvement qu'il a, hein, sera un mouvement sur 5 ans. Actuellement, je suis parmi ceux qui ont été oubliés, mais demain, j'y serai parmi ceux qui n'ont plus oublié. Ça, c'est un développement de la France, un développement de sa politique, à mon avis. Bien. Nous allons aller un petit peu plus loin. C'est une question qui s'adresse à Louisa, parce qu'elle est spécialiste. Les revenants de Daesh, le gouvernement français a-t-il
pris la mesure du problème du retour des djihadistes d'Irak ou de Syrie? Comment ça va être possible d'absorber ça? Alors, si je peux commencer par un joke, est-ce que déjà la France avait, je ne parle pas que du gouvernement Macron, mais des gouvernements précédents, avait pris le pouls de ce qui était en train de se passer ces dernières années. Ça déjà, il y a beaucoup de Français qui sont partis très facilement. Maintenant, sur ce qui concerne le retour, j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, et on se préoccupe déjà comment organiser la vie de ceux qui vont rentrer avec femmes, enfants. Alors déjà, on oublie ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que la France a des accords, par exemple, avec l'Irak. Et ils pensent que certains peuvent être jugés sur place. Donc c'est un peu déléguer, je parle de certains Français, déléguer le problème à un autre pays. Sur le fait des retours, est-ce que quelqu'un est en train de se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle, et c'est très grave, les arrivées fantômes? Alors tout le monde parle je parle des ministres aussi quand ils parlent à la télé, tout le monde parle d'arrivée de migrants. Les migrants n'arrivent pas, les djihadistes ne reviennent pas avec les bateaux des migrants, mais ils arrivent par ce qu'on appelle les bateaux fantômes. Ils passent de Libye. Il y a des accords, il y a eu des accords et ils ont changé de personnes aussi. J'ai les noms, je les oublie toujours, ils ont changé entre... il y a des passeurs de Libye et de Tunisie pour faire rentrer ce qu'on appelait les foreign fighters en France. On parle que de France là. Oui. En France. Et attention, ils arrivent en Sicile. Ils restent cachés quelques jours. De toute façon, ce sont on des leur donne spécialistes. des espèces, ils ne voyagent pas en troisième classe, qui n'existe plus. Et ils arrivent par avion ou par la frontière. Ou maintenant, il y a de la Libye, des arrivées aussi en Sardaigne. De Sardaigne, ils arrivent en Corse. En Corse, bien qu'il y ait du doute, non, mais en Corse, ils arrivent en France. Et ils arrivent sur la terre ferme. Donc, le contrôle de ces arrivées fantômes, que l'Italie est en train de gérer assez bien et de communiquer, n'est pas pris assez en compte. Mais là, actuellement, ce sont plutôt les associations dites humanitaires qui alertent sur ces femmes qui sont veuves de guerre, entre guillemets, qui arrivent avec leurs enfants. Est-ce qu'en France, comment on le perçoit, ça? Alors, il y a deux choses. Il faudra bien faire la différence parce qu'il y aura deux cas de figure. C'est-à-dire, il y aura des vraies femmes avec des gros soucis et des enfants avec des gros soucis parce que c'est vrai qu'ils ont pris, des djihadistes, ils ont pris de force des femmes dans des pays, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont partis faire le djihad de leur propre gré. Bien sûr, oui. Et savaient très bien ce qu'elles allaient faire, comment et pourquoi. Et les enfants, ça c'est le drame le plus grand. Il faudra bien les prendre en compte parce qu'ils ont vécu jusqu'à présent dans un monde de guerre inouïe. Et de haine, et de haine. Ils ont été élevés... dans une haine terrible. Je n'arrive même pas à imaginer comment on pourra les aider. C'est quelque chose qui serre le cœur. Alors, Helmut, quelle est votre position par rapport à ce problème? C'est un problème européen, oui, il est français. Mais regardons cette phrase d'Emmanuel Macron qu'en Irak, c'est à la justice irakienne de juger des Français. Les Allemands ont fait la même chose. Ils se trouvent avec un problème incroyable maintenant. La justice irakienne
a prononcé la peine de mort pour une femme allemande âgée de 50 ans. Oui, j'ai vu ça cette semaine. Oui, très bien. Comment est-ce que vous allez traiter ça en tant que gouvernement en France ou en Allemagne, où c'est arrivé, si ça arrive à la politique française? Vous savez, alors là, on ne peut pas dire, là, je laisse mes citoyens de mon pays, européens, français, allemands. Oui, c'est ça, je les laisse à la justice de notre pays. Hein? Peut-être, et il y a pas mal de femmes avec les enfants qui veulent retourner en France, contre lesquelles il n'y a absolument rien, où la justice irakienne ne dit absolument rien, il n'y a pas d'investigation justicière, etc. Ils n'arrivent pas à revenir en France. C'est un problème où une solution n'existe au fond pas. Ça peut être qu'une solution humanitaire, puisque oui, de ça toute peut façon, être une solution humanitaire, mais au moment où vous commencez avec la solution humanitaire, vous avez tout de suite aussi les organisations qui mettent la morale au-dessus de la politique. Bien sûr. Mais la décision doit être toujours une décision politique. Et là, on est dans un piège qu'on ne peut pas... C'est un nœud gordien. Alors bien là, sûr, mais il y a le côté humanitaire, oui. certes, mais une jeune femme qui part combattre, quelle que soit la manière dont elle a combattu, ou en faisant des enfants, ou en aidant à la logistique de guerre, elle connaissait les risques qu'elle pouvait encourir dans des pays. En général, si vous lisez les reportages avec ces femmes-là, il y a heureusement des médias français qui font ces reportages avec ces femmes-là. En général, ces femmes ne connaissaient pas les risques. Non, ils ne connaissaient pas les risques. Hein? On leur a, si je dois croire à ces reportages-là, on leur a montré un pays avec des tâches totalement différentes, mais pas la guerre. Donc elles ont été leurrées. Oui. Je suis d'accord avec toi. Rebondissez, Louisa. Oui, sur deux choses. Bon, le souci de laisser nos ressortissants, que ce soit français, soit français, allemands, etc., entre les mains de la justice irakienne, on sait très bien comment ça se passe, ce n'est pas normal. Il n'y a même pas un avocat. Il n'y a pas un avocat, donc on sait qu'ils seront pendus tout court. En même temps, dans le cas des femmes, c'est très vrai, surtout pour les débuts. Mais après, il y a eu beaucoup d'exemples, je le dis parce que j'ai fait des enquêtes, donc j'ai vu les profils, etc. Donc, de femmes qui ont enlacé la cause. Ce qui m'a étonnée en tant que femme, ça m'a étonnée parce que c'est vraiment, je veux dire, on a anéanti la femme. Daesh, un pas en arrière terrible. Voilà, et pourtant, il y en a beaucoup qui se sont convaincus. Maintenant, je ne sais pas la quantité, le pourcentage, je ne connais pas. C'est donc là, il faudra bien faire la différence parce que devant une femme, justement, on est plus à même d'être souple. Donc, il faudra vraiment apprendre à faire la différence. Et il y a une autre, si tu me laisses une seconde, il y a entre Tunisie, Libye, les Balkans, l'Italie, etc., les passages que je disais l'île de tout à l'heure, oui, on a beaucoup de cellules qui sont prêtes à récupérer ces personnes. Donc, mais pour en faire quoi? Alors, attention, parce que je crois que c'est bien Macron qui l'a dit l'autre jour, si je ne me trompe pas, c'est que si Daesh a perdu beaucoup de terrain en Syrie, Irak, etc., ce ne veut pas dire que les cellules terroristes chez nous sont mortes. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir une recrudescence des attentats dans les pays occidentaux? Helmut, que pensez-vous de ce qu'on appelle des cellules dormantes? Rien. Parce que ces cellules dormantes, on les a depuis longtemps. Depuis une vingtaine d'années, on les connaît. Donc on n'a pas attendu la fin de Daesh pour en arriver là.
la fin de Daesh, la fin de IS, comme on dit en Allemagne. Ça, c'est quelque chose en Syrie, en Irak, donc là-bas, très loin, où se trouve la guerre. Parce que si on est franc, les gens là dans les rues, hein, pour eux, c'est très loin. C'est très loin cette guerre. C'est très loin Daesh. Naturellement, on a des attentats en France. On avait des attentats très meurtriers à Berlin. Mais c'est quand même très loin, la guerre là-bas. Et quand on dit on va gagner la guerre contre Daesh, on comprend, c'est là-bas. En vérité, on a ces cellules dormantes. Mais il faut faire autre chose, à mon avis, avec ces gens qui se trouvent encore en Irak, en Syrie, par exemple. À mon avis, il faudrait les reprendre en France, en Allemagne ou partout en Europe, d'où ils viennent. Et il faudrait commencer une très, très longue rééducation et réintégration dans notre société. Vous savez, résoudre ce problème... Avez-vous le mode d'emploi? Non. Moi, je ne l'ai pas. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut simplement essayer. Il faut commencer à faire. Hein? Et à faire et vous savez, il ne faut surtout pas travailler avec la justice. Vous ne résolvez jamais des problèmes avec la justice. Les mettre en prison, où vous avez, je ne sais pas combien... si on les laisse en liberté et qu'ils recommencent non. Il y a jamais le noir et le blanc et le blanc. Il y a toujours des zones entre les deux là. Et ce sont ces zones-là qu'il faut essayer de trouver. Leur donner une seconde chance alors. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelqu'un qui a commis une erreur, alors là, il faut lui donner la possibilité de corriger cette erreur-là. Hein? Surtout si les femmes sont là-bas avec leurs enfants, veulent revenir. C'est-à-dire vouloir revenir en France, c'est déjà quelque chose de positif. Vouloir revenir en Allemagne, c'est déjà quelque chose de positif. Parce qu'ils se sentent plus en sécurité dans leur culture, dans leur culture d'où ils viennent. C'est normal, quelque part. Oui, et là, on dit, mais vous restez devant la porte, on ne vous vaut plus. Non, c'est pas une solution. Oui, alors c'est la porte de la prison, bien sûr. La prison, il court beaucoup de dangers aussi. C'est vrai d'un côté vouloir revenir dans son pays, mais c'est vrai aussi qu'il court des dangers énormes en restant sur place, que ce soit en Irak, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, je ne veux pas jouer la pessimiste ce soir, je ne le suis pas d'habitude, mais sur les centres d'éradicalisation, je suis très perplexe. Il faut vraiment qu'on s'y concentre, parce que les centres d'éradicalisation qui ont été ouverts en France viennent d'être fermés. Ça, c'est une chose. Oui, c'était des échecs, il n'y avait personne. Échec total. Et sur ce qui concerne les prisons, alors là, il faut surtout bien gérer les choses, parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé même ces jours-ci. La radicalisation en prison, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la police carcérale avait donné des alertes. Donc, les remettre en prison selon les critères classiques peut amener à une exaspération. Donc, mais il faut dire que la radicalisation, c'est un vrai lavage de cerveau. Donc, comment on fait? Alors là, la réponse est difficile, très difficile. C'est pas les convaincre, tu as fait quelque chose de méchant, tu t'es trompé, voilà, tu fais 2 ans de prison, tu ressors. Voilà, ils étaient armés. Helmut, une solution? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, d'être armé en Syrie, d'être armé en Irak, pensons un tout petit peu à la situation dans laquelle ces gens-là ont vécu. On ne pouvait pas vivre sans armes là-bas. C'était la vie normale. Et c'est ce qu'il faut voir. C'est-à-dire dire à une femme, vous étiez armée, vous avez peut-être alors tiré, et ça, chez nous, c'est puni par la prison. Alors là, on n'arrive pas. Non, franchement, là, on n'y arrive pas. On ferme la porte tout de suite. Et ces gens-là
restent dans un pays où ils seront peut-être mis devant la justice, et une justice qui n'est pas une justice d'après nos normes. Elles ne correspondent pas aux normes européennes, évidemment. Oui, naturellement. Donc on les laisse là, dans un no man's land, sans aide. Et est-ce que nous n'avons pas, je ne sais pas, le devoir d'essayer de les reprendre et d'en faire encore quelque chose de positif dans notre situation? Je suis peut-être un peu naïf là-dedans. Moi, je vous trouve vraiment optimiste, Helmut, parce que eux-mêmes, quand ils font des déclarations sur les réseaux sociaux, ils affichent sincèrement la manière dont ils appréhendent le pays dans lequel ils sont nés, la France, l'Allemagne pour certains, et ils n'ont pas forcément envie de faire du bien à ces pays-là quand même. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez de l'appel, je me souviens plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, une des vidéos qui était sortie de Daesh, il y avait, où Daesh avait perdu beaucoup de soldats, et il y avait eu un appel aux sympathisants de Daesh: ne venez pas nous rejoindre, arrêtez de nous rejoindre, on perd du terrain ici, restez là-bas et visez là-bas. C'est donc... oui, le message était clair, bien sûr. Il y a eu tellement d'appels. Alors maintenant, il ne faut pas oublier une chose, qu'on a eu une longue période où les appels étaient faits par Twitter, Facebook, les comptes ont été fermés, ils sont passés dans le dark web avec des comptes oignons. C'est-à-dire que le Google que nous on utilise, ce n'est que la petite partie visible de quelque chose d'énorme. Et ils ont commencé à communiquer entre eux pour les pister. Je pense que c'est très dur, sans compter les lois. Donc, si vous voulez un pister un, vous risquez de vous retrouver, vous, en prison demain. Ils continuent à monter la pression pour ceux qui restent là. Donc là, il faut donner, je pense, la solution que je vois, c'est qu'il faut les trouver vite et il faut donner le plus possible d'espace au service. Mais avons-nous les moyens, justement, de les trouver? Alors, il y a une chose, excuse-moi, c'est... Non, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qui sont... Il y a un problème. C'est que il y a le problème de l'intelligence. L'intelligence n'a plus les moyens d'antan parce que ce n'est pas politiquement correct. Les gens ne veulent pas être sur écoute. Les gens, ils ont l'impression que si l'intelligence a plus de moyens... Oui, ça fait un troisième pouvoir. Ça fait un troisième pouvoir. En même temps, ils ne vont pas venir dans votre cave, je ne sais pas. Bon, j'ai pas de cave. Et donc, il faut absolument redonner plus de moyens et surtout qu'il y ait une communication entre l'intelligence des différents pays. Et ça, il y a des gros problèmes pour avoir sur le papier, il y en a normalement. Sur le papier, oui. Sur le papier. Mais sur le terrain, non. C'est plus difficile. Mais stop. Ils travaillent naturellement ensemble parce que, soyons très clairs, les Français sont très forts là-dedans. Il y a 2 ou 3 indications envers les Allemands qui ont permis aux Allemands de défaire une cellule, par exemple, venant de la France. Et il y a une coopération là-dedans. Alors là, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Quelque part, tant mieux. Oui, mais qui fonctionnent, Et revenons un tout petit peu sur l'Europe, vous savez. Alors, ce que nous voyons en Europe, c'est une surface artificielle. En fin de compte, en dessous de cette surface, il y a par exemple les services secrets qui coopèrent très bien. Il y a les polices qui coopèrent très bien. D'ailleurs, au Luxembourg, vous avez une unité européenne des polices qui s'informe sur par cette plateforme.
Mais hein. il y a Europol, non, qui existe Oui, quelque part oui, à naturellement. Strasbourg ou à Lyon, je crois, Oui. à Lyon. Mais vous avez aussi cette unité-là où les polices s'informent mutuellement sur ce qui se passe, hein. Et il y a beaucoup de choses à l'intérieur de l'Europe qui se passent. Regardez, les gouvernements allemands et français travaillent si étroitement ensemble qu'ils ont des fonctionnaires mutuellement dans les ministères pour s'informer, etc. Ce qui ne m'a même pas étonné, c'était le discours, par exemple, du président de l'Assemblée nationale en allemand devant le Bundestag. Parce qu'il y a une tranche d'âge dans les deux pays qui sont tellement intégrés par l'Office de la jeunesse franco-allemande, par exemple, qui sont tellement intégrés qu'ils parlent la langue. Hein. Bruno Le Maire, extraordinaire, hein, il a ses réseaux en Allemagne de l'économie, de la politique, etc. Oui, nous avions eu un Premier ministre socialiste qui avait fait les plus hautes études germanophones. Oui, et regardez le président du Bundestag, ancien ministre des Finances, qui, devant l'Assemblée nationale, a prononcé son discours en français. Hein? Donc, vous avez entre les deux pays beaucoup de relations que, vous savez, on ne voit pas normalement. Hein? Et bon, personnellement, j'étais un peu déçu de voir que la moitié des députés de l'Assemblée nationale, lors du discours de M. Schäuble pour les 55 ans du traité de l'Élysée, tandis que le Bundestag était plein. Il faut voir ça. Là, vous voyez déjà les différentes possibilités de travailler. Ça intéresse les hommes déjà, politiques. une partie de nos députés ne sont pas d'accord avec le fait même qu'ils soient représentants de la nation. Ils sont contre le système et ils sont députés. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'échappe, là. Non, il y a aussi, il ne faut pas oublier que 8 parmi les 11 candidats pour le premier tour des présidentielles étaient contre l'Allemagne et contre l'Europe. Hein? D'accord. Réfléchissez encore une fois oui. Et regardez. Faites le tour. Hein? Faites le tour. Alors, nous allons traverser l'Atlantique afin de parler du président nord-américain Donald Trump, qui lui aussi est omniprésent dans les médias et aussi sur Internet. Il va décerner cette semaine, ou aujourd'hui, je ne sais plus, ses Fake News Awards. Comment, à travers ce prix, comment vous voyez le respect de la liberté de la presse aux États-Unis? Helmut. C'est un vaste sujet aussi. Non, je vais vous raconter quelque chose en tant que jeune journaliste. Lorsque j'ai commencé en tant que jeune journaliste, déjà en tant que journaliste économique, mon rédacteur en chef m'a dit, écoute, tu vas passer tous les ans au moins 10 jours aux États-Unis. Parce que là, tu verras ce qui se passe. Et là, tu verras ce qui peut peut-être se passer en Europe. J'ai vu beaucoup de choses que j'ai trouvées très intelligentes et qui sont arrivées ici. Mais actuellement, il faut dire, je n'ai jamais vu une guerre de la presse contre un président. Jamais. Avec une telle dimension, surtout. Avec une dimension incroyable. Bon, alors là, il faut vraiment dire, ce qui se passe là-bas, c'est une guerre qui se passe. Parce que la presse américaine a utilisé ces libertés qui, pour ces journalistes-là, étaient tout à fait naturelles. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, mais toi, hein, tu veux dire que ce n'était pas le plus grand nombre de personnes lorsque j'ai prêté serment? Je ferme les robinets. Hein? Je ferme. Bon, d'accord. Alors, quelqu'un qui pose aujourd'hui une question critique à ce président-là ou à son porte-parole,
il est presque un héros aux États-Unis. Ça nous rappelle les conférences de presse du général de Gaulle dans les années 60. Oui. Non, mais vous, je ne vous réponds pas. Oui, c'est ça. Mais posez une autre question, parce que aviez celle-là, je ne la réponds pas. Vous aviez la même chose avec Macron et les ministres dans les premiers mois après l'élection et après la formation. C'est vrai, il a fait du gaullisme. Oui, c'est ça. Et il y avait d'autres ministres qui ont dit, mais ça, cette question que vous me posez est tellement loufoque, je ne vais pas y... C'était Bayrou qui a réagi comme ça. Non, il s'agit aujourd'hui de quelque chose qui vient peut-être des États-Unis, mais qui a libéré beaucoup de choses contre la presse. C'est-à-dire, vous avez la même chose en Hongrie, en Europe. Vous avez la même chose en Pologne, par exemple. Vous aviez, dans le passé, la même chose au Portugal. Hein? Ça a changé avec le système. Oui, c'est ça, ça a changé. Espagne, la même chose, ça a changé. Mais je dois dire, actuellement, la presse doit vraiment lutter pour garder ses libertés. On va se réorienter un peu vers les États-Unis d'Amérique. Oui, naturellement. Mais comment la presse s'acharne sur le président et comment lui-même s'acharne sur la presse. Mais vous savez, est-ce qu'il n'a pas ouvert la porte à cet acharnement? Vous savez, quand j'ouvre une porte pour un journaliste, il est tout à fait normal qu'il passe, hein, qu'il regarde, et qu'il écrit et qu'il publie même ça qui ne plaît pas. Mais dans un système véritablement démocratique, hein, alors là, on supporte. Seulement, si vous avez un président qui n'a pas ces veines-là, alors là, ça devient dramatique. Non, mais on a l'habitude dans certains pays, mais aux États-Unis, ça nous étonne toujours de voir comment un président interpelle des journalistes, ou les interpelle pas d'ailleurs. Et moi, je suis vraiment étonné de voir comment il se comporte, quoi. Vous savez, lorsque vous êtes membre de la presse présidentielle aux États-Unis, vous avez des relations très, très étroites avec la Maison-Blanche. Très étroites. Vous avez... C'est la même chose en France. En France, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Mais vous me fâchez, je ne veux plus de vous ». Regardez ce que Emmanuel Macron a fait au premier mois de son mandat. Il a totalement exclu les journalistes. Oui, communiqué par des communicants. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il annonce une loi contre les fake news pendant les campagnes électorales. Mais qui détermine ce qui est un fake news? Qui détermine ça? Nous, les journalistes, nous savons très bien pour vérifier oui. Notre travail de journaliste, c'est vérifier les informations. Si vous mettez un fonctionnaire à l'Élysée ou je ne sais pas, qui dit tout d'un coup tac, 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 vous êtes tout de suite dans la censure. Tout de suite. Et c'est ça le danger. Aux États-Unis, vous aviez cette étroite relation entre la présidence et les journalistes, et ça fonctionnait parce qu'il y avait des règles qui n'étaient pas écrites. Et puis les présidents étaient peut-être plus sympathiques quand même. Oui, c'est ça, les présidents ils ne vivaient pas dans une cage dorée, comme le président Trump, qui n'est pas descendu de sa tour qui arrive, très souvent. Il regarde les États-Unis comme une entreprise qu'il doit gérer. Alors là, plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Et c'est ça la situation. Hein? C'est ça la situation. Ce qui m'inquiète en France, c'est cette idée d'un président de faire une loi contre les fake news. Et là, je me demande, mais... De toute façon, c'est incontrôlable. Il va falloir trop de fonctionnaires pour le faire. Mais là, il commence à contrôler la presse. Eh oui. Louisa, on ne va pas parler spécialement des fake news. On va revenir à la liberté de la presse aux États-Unis et la liberté de la presse en général. Comment vous percevez ça, vous, dans la presse italienne? Du point de vue de la presse italienne,
Bon, du point de vue de la presse italienne, nous, en Italie, il y a pas mal de problèmes. Les mêmes qu'en France. Hein. On est pratiquement... Les cousins. Oui, on est des groupes il y a de journaux qui sont entre les mains des mêmes groupes. Donc, on a des gros soucis. Il n'y a pas d'échange. Il y a des bons qui sont dans, sans travail. Puis il y a... Non, ça remonte encore à l'époque Berlusconi, l'époque de la liberté. Moi, j'ai eu un journal qui a fermé, qui n'était ni pour Berlusconi, ni contre, mais on était trop libre. Et on s'est retrouvé avec la rédaction complètement vide, et ça n'a jamais été jugé. Donc, sur la liberté de presse, on est assez loin. La France aussi, hein. Et concernant, si je peux revenir à notre Donald préféré, oui. Y a une déjà là, non, je préfère Donald Duck. Mais je viens à une chose, c'est que il ne faut pas oublier que c'est vrai, justement ce que tu disais, que le rapport entre la presse américaine et le président. Je dis le président parce qu'on parle toujours de l'Amérique, mais combien d'États il y a. Mais dans le temps, au bon vieux temps, il y a eu des scandales. Nixon, voyons ça. Bien sûr. On a eu... et avant, il y a eu le Pentagon Gate aussi. Oui, le film qui est sorti hier. Voilà, qui est pas mal. Bon. Et donc, dans tout ça, Donald Trump a utilisé la presse, qui est tombé dans certains panneaux, parce que parfois, il valait mieux ne pas répéter ce que lui, il avait envie que la presse relance. Il a utilisé les Twitter, il a su très bien utiliser les social media. Et donc, cette loi, je ne vois pas comment elle peut être appliquée, parce que, comment faire un fake, comment découvrir un fake. On devrait passer le temps comme ça. Qui le fera? Parce que nous, en tant que journalistes, on a l'obligation de le faire. Bien sûr. Contrôle des sources. Mais qui sera à même de le faire? Et puis, il y a une chose qui m'a un peu gênée dans tout ça, c'est qu'il a eu les félicitations de Erdogan, de l'Iran, des grands démocrates. De Poutine. Il y a je lisais justement, c'était hier, c'est Reporters sans frontières qui a lancé un hashtag Bravo Donald, avec, très ironique, avec les photos de plusieurs, on les appelle, je crois, les prédateurs de la presse, plusieurs dictateurs qui le suivent dans ce mouvement. Donc, d'où le hashtag Bravo Donald. C'est assez inquiétant. Bien sûr. Voilà. Non, c'est pas inquiétant. Là, les journalistes ripostent à ce qu'il fait. Vous savez? Et je dis toujours, vous savez, le journaliste économique est en train de s'occuper de quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on dit toujours un journaliste qui publie les affaires d'une entreprise, qui regarde donc à l'intérieur, par exemple. Alors là, ça devient dangereux, naturellement. Ça devient dangereux. Donc, on avait en France cette idée-là d'inclure un passage dans une loi pour interdire ça aux journalistes. Donc, pour les criminaliser carrément, s'ils font ça. En Europe, on avait le même principe. Le même principe. Hein. On garde le secret de l'affaire pour l'entreprise. Si vous faites ça, vous limitez déjà le journalisme. Vous le ligotez, parce que qu'est-ce que je fais? Quand je suis devant la porte en tant que journaliste, je décris ce qui se passe devant la porte. S'il y a quelqu'un qui sort pour aller aux toilettes, etc., et j'essaie de lui faire sortir une phrase ou deux, etc. Quand on m'ouvre la porte pendant quelques 10 centimètres
20 cm. Vous mettez le pied, le reste Je suit. mets le pied et je vois ce qui se passe, j'entends peut-être ce qui se passe. Et c'est mon job d'écrire en ce moment-là. C'est mon job. Mon job, vous savez, dans une conférence de presse, n'est pas de poser des questions polies. N'est pas, non? Vous savez, quand il y a quelqu'un qui dit « je fais une conférence de presse », il ne doit pas s'étonner qu'il a des questions qui demandent, redemandent, etc., qui veulent savoir. Hein? Donc, il s'expose aux questions des journalistes. Je pense qu'il faut recommencer à revoir tout ça quand on parle de ces fake news, etc. Mon journal sur l'Internet se permet actuellement une petite blague. Le Tageblatt.lu ou le Tageblatt sont des médias pour des fakes avec un trait, donc barré, news. Hein? Donc on se permet actuellement cette petite blague là-dedans. Non, moi ce qui m'effraie, c'est la vitesse de propagation des fausses nouvelles. Moi, je suis tellement surpris, je dis, mais je me souviens d'avoir juste vérifié en appelant une caserne de pompiers ou un commissariat de police. Non. Ça s'est passé. Voilà, là maintenant, c'est hop, fake news. Madame Hillary Clinton est un homme. Très bien. Mais vous savez quoi? Lancé pendant la campagne de Trump. La différence entre le Gorafi et le Monde. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez des gens qui regardent tout un journal comme fake news, qui ne croient plus rien à ce qu'on écrit là-dedans. Je sais, j'ai des débats quotidiennement avec dans des dîners où des gens me disent ouais, de toute façon, les médias, c'est fini, nous, maintenant. Ce qui est sur Internet, c'est vrai. Les social media, vous savez. Alors là, dans les social media, c'est crédible. C'est crédible. C'est plus crédible que notre métier. Hein? Nous, on se croit quand même en tant que journaliste sérieux. Mais les gens, là, dans les social media, nous attaquent carrément. Alors là, vous racontez des fake news, etc., etc. Et vous êtes commandité par quelqu'un. Oui, naturellement. On ne sait pas qui. Naturellement. Mais c'est ça le problème du journalisme qui doit retrouver sa sérieuseté, qui doit retrouver la confiance des gens dans la rue. Vous savez? Oui, mais alors maintenant, ça va tellement vite. Comment on peut être aussi réactif? C'est difficile de communiquer ou alors être en permanence devant son écran et toujours répondre dans la seconde. Je suis totalement d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bravo. Enfin, on a fini par y arriver. Mais non, il y a aussi une chose. Voyons qui sont les propriétaires des... Tu seras d'accord avec moi. Qui sont les propriétaires des journaux? Voyons les rédactions. Voyons que quand on propose, parce qu'il y a des journalistes freelance, il y a des journalistes en interne, etc. Voyons quand on propose une enquête en journal, plutôt en média en général, que ça soit accepté, que ça soit lu, que ça soit étudié, on peut nous dire non ou oui, mais revenons à la discussion entre nous. J'ai l'impression qu'entre journalistes, et ça c'est un grand problème, on est très peu à se parler encore. Louisa, j'ai formé pas mal de journalistes dans ma vie active. Quand j'ai donné un sujet à un jeune journaliste, il m'a donné la réponse tout de suite. Il m'a dit, mais si je travaille comme ça, alors là, je sais très bien ce qui va sortir de ça. Donc, j'ai toujours leur fait comprendre que ça, c'est pas la bonne recherche. Quand j'ai un problème devant moi, je fais des recherches avec un but ouvert. Hein? Je ne sais pas ce qui va véritablement sortir de ce sujet-là. Il se peut très bien qu'il sorte ce que je suppose, mais il se peut très bien qu'il sorte quelque chose de tout à fait différent.
C'est-à-dire, quand je commence à faire des recherches, il faut être ouvert, demander à des gens qui peuvent me donner des réponses. Il faut recontrôler ces réponses. Et là, nous avons un problème aujourd'hui. Dans la vitesse dans ton travail aujourd'hui. L'instantanéité des informations. Là, nous avons le problème que cette instantanéité n'est plus là parce que j'ai du temps, j'ai besoin du temps pour faire un bon sujet. Enfin, expliquez ça aux propriétaires de journaux, Voilà. expliquez réalité, ça à votre rédacteur en chef. Voilà. Vous verrez ce qu'il va vous ce dire. que Je vais vous dire quelque chose. Si le rédacteur en chef n'a pas oublié qu'au fond, il est journaliste, il va comprendre. S'il est obligé, parce qu'il est obligé d'oublier une partie de son cerveau. Sinon, il n'aura plus son salaire. Voilà, c'est ça, c'est obligé. Je vais être politiquement correct. On va se recentrer un petit peu en tant que journaliste européen. Juste en une phrase, Louisa, comment vous voyez l'Europe dans les années à venir? Ce sera la même question pour Helmut après, et après je conclurai. Une phrase? Je la vois tellement en danger que là, c'est le moment de se ressaisir. Donc, si elle se ressaisit, elle peut continuer. Vous croyez à un éclatement, vous? Je le crains fort. Moi, je pense qu'on en était proche il y a 2 ans, mais moi, je le vois beaucoup moins maintenant. Je le vois parce que je vois des pays comme, je prends l'Italie, en un mot, qui était un pays très européen. On était les premiers à mettre les boîtes à lettres bleues avec les petites étoiles du drapeau. Et on est totalement désespérés. Et ils sont tellement, parce qu'ils sont là-bas, parce qu'ils n'ont pas un dialogue au niveau, par exemple, des migrants. Et ça donne oui, ils sont un peu on seuls, a le problème de l'Autriche qui nous met les chars à la frontière. On a même rigolé, on a dit on va être attaqué par là. Oui, ils les ont retirés de 800 mètres. C'est pas la première fois voilà, que l'Autriche-Hongrie empiète sur le territoire italien. Oui, donc, oui, mais ça faisait un peu drôle l'été dernier. Et donc, il y a pas mal de choses à remettre. Il faudrait tout remettre en discussion et créer aussi une Europe politique. Ça, c'est indispensable, je pense. Okay. Helmut, votre vision de on aura toujours l'Europe d'ici 10 ans. Si c'est l'Europe que nous vivons aujourd'hui, ça c'est tout à fait autre chose. Si c'est une Europe avec 27 pays, ça c'est tout à fait autre chose. Mais ce qui est très important et ce que j'ai cru comprendre dans les 2 discours de Mme Merkel et de M. Macron, on aura d'ici 10 ans toujours une Europe où vous avez l'Allemagne et la France qui veulent avoir une Europe qui coopère, qui veulent avoir une Europe où les hommes et les femmes, celles et ceux, comme M. Macron dit toujours, en profitent, peuvent bouger librement, par exemple. Hein? On aura une Europe où l'économie travaillera certainement beaucoup plus étroitement qu'aujourd'hui. Regardez Fincantieri avec STX, regardez Siemens avec Alstom. On avait naturellement en France, avec Siemens, Alstom, on avait ces phrases-là anti-allemandes, etc. Oubliez tout ça. Ce sont les gens d'hier. Franchement, ce sont les gens d'hier. Et si l'Europe arrive à faire comprendre à celles et ceux, j'aime bien ça, hein, à celles et ceux, que eux et elles profitent de cette Europe-là, que leur emploi est sûr à cause de cette Europe-là, qu'ils peuvent traverser l'Europe sans présenter le passeport un peu partout à chaque frontière, etc. Si l'Europe arrive à ne pas être une Europe, comme tu dis, politique, mais une Europe où la politique sert aux gens, oui, nous aurons une Europe formidable d'ici 10 ans. Merci. Bon, je voudrais vous remercier et je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt.